Je m'appelle Harper Dawson. J'ai 33 ans et je suis décoratrice d'intérieur à Boston. Je pensais épouser l'homme de mes rêves. Mais avez-vous déjà vu les photos de mariage de votre fiancé entre les mains d'une autre femme? Moi, oui. C'était un lundi matin. Un lien anonyme m'a conduit à une séance photo de mariage luxueuse qui devait faire la couverture de Vogue. Le marié portait un smoking blanc, debout au milieu d'une mer de fleurs. Et je n'étais pas la mariée. J'étais avec lui depuis 5 ans. Nous vivions ensemble, avions co-signé un bail, construit une vision d'avenir. Mais au final, je n'étais qu'une simple remplaçante, un élément d'une stratégie à long terme élaborée par sa mère. Que feriez-vous si vous découvriez que l'homme que vous aimez et toute sa famille vous mentent depuis 5 ans? Laissez un commentaire si vous avez déjà ressenti cela. Et restez avec moi, car l'histoire que je vais vous raconter est celle de ma rencontre avec Graham Whitmore un après-midi d'automne, il y a plus de 5 ans, lors d'une exposition d'architecture contemporaine à Boston. Je cherchais l'inspiration pour un projet de rénovation de cuisine. Il se tenait dans la section en pin récupéré, les bras croisés, souriant comme si le monde tournait autour de lui. Graham avait le don de vous faire sentir unique, non pas avec des compliments, mais avec son regard, comme si vous étiez la seule personne qu'il voulait vraiment entendre. Nous avons discuté pendant 2 heures de lumière naturelle, de plafonds apparents et de briques brutes. Ce soir-là, il m'a reconduite chez moi dans sa décapotable argentée vintage et m'a envoyé un texto. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne l'espace comme moi. C'est comme ça que tout a commencé. Les rendez-vous café se sont transformés en dîner, les week-ends en voiture jusqu'à Cap Cod juste pour admirer l'océan en hiver. 1 an plus tard, j'ai emménagé dans son appartement de Back Bay, un endroit bien au-dessus de mes moyens. Mais Graham disait toujours, tu apportes l'amour, j'apporte l'argent. C'est juste. J'y croyais autrefois. Puis venaient les soirées dans la propriété familiale de Marblehead. La mère d'Hélène Graham m'a accueilli avec une douce accolade et un verre de vin blanc. Harper, cette fille a vraiment le sens du design, m'a-t-elle dit après que je lui ai donné mon avis sur la décoration de table de Thanksgiving. Son père, Harold, me faisait souvent un clin d'œil et me disait, si tu l'as choisie, je n'ai aucune objection. Je pensais être leur future belle-fille. Il savait que je n'étais pas d'une famille aisée, mais il savait aussi que j'étais travailleuse, indépendante et que je n'avais jamais rien pris à leur fils, si ce n'est mon amour. Lors de notre 3e année, Graham m'a emmené au mariage de son cousin dans le Rhode Island. Quand je me suis retrouvée à la table principale, à côté des associés de la famille, j'étais stupéfaite et heureuse. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment à ma place. Graham m'a tenu la main sous la table et a murmuré, « Mild Day. Ce sera notre mariage. » J'y croyais jusqu'au mois dernier, en voyant ces photos de mariage. Je me souviens encore de la robe que je portais quand nous sommes partis à la recherche d'une maison à Newton. Une charmante maison vert olive avec une large véranda où j'imaginais planter de la lavande. J'avais même conservé le croquis que j'avais fait de la chambre des jumeaux. Il avait dit, quand nous aurons des enfants, nous ajouterons une porte latérale pour faciliter les visites nocturnes. Mais tout cela n'était qu'une mise en scène. J'ai appris plus tard que depuis 5 ans, Charlotte Montgomery, fille unique d'un sénateur du Connecticut, étudiait à Harvard Law, et que le mariage avait été arrangé bien avant même que je rencontre Graham. Qu'est-ce que j'étais dans ce jeu? Un leurre, la petite amie idéale pour faire taire les choses en attendant le retour de la vraie mariée. Savez-vous ce que c'est que de réaliser qu'on n'a jamais été vraiment aimé? Non pas parce qu'on n'était pas à la hauteur, mais parce qu'on n'était pas du bon cercle. Je ne me souviens plus combien de temps j'ai pleuré cette nuit-là. Je me souviens juste d'être debout devant le miroir, à fixer une femme que je n'étais plus. Reconnue. Tout, l'amour, l'espoir. L'avenir que je croyais partager n'était qu'un accessoire dans un scénario que je n'avais jamais été invité à écrire. Et le pire, c'est que je l'avais aimé sans réserve. Je l'avais aimé, j'avais aimé sa famille, je leur avais fait confiance comme à moi-même, et ils s'étaient tous assis autour des tables, avaient trinqué, m'avaient souri, tout en comptant secrètement les jours jusqu'au vrai mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je savais que si je restais silencieuse, je serais à jamais considérée comme l'ex-petite amie amère. Ils pensaient que je resterais silencieuse. Ils avaient tort. Je me souviens que ce matin-là était glacial. Le vent me giflait le visage comme s'il voulait me tirer de mes illusions. Pourtant, j'y suis allé. Je portais toujours le manteau que Graham m'avait offert à Noël dernier. J'espérais toujours qu'en lui parlant face à face, la vérité éclaterait d'elle-même.
Les portes de Whitmore ne se sont pas ouvertes. J'ai sonné. Pas de réponse. À la troisième fois, un homme aux larges épaules en costume noir est apparu. Pas le majordome. La sécurité. Madame Dawson. M et Madame Whitmore n'acceptent pas de visiteurs aujourd'hui. Je me suis figé. Je dois parler à Graham. C'est personnel. Il a secoué la tête. Froid, ferme. On m'a ordonné de ne pas vous laisser entrer. Avant que je puisse réagir, une porte latérale s'est ouverte. Helen Whitmore est sortie, tenant une tasse à café en porcelaine blanche, aussi calme que si elle allait arroser son jardin. Harper, a-t-elle dit comme une mère qui surprend sa fille en train de prendre une mauvaise décision. Tu n'aurais pas dû venir. Je suis resté immobile, serrant le dossier que Graham avait laissé chez moi. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Elle m'a regardé un long moment, puis a soupiré comme si elle tolérait un enfant qui ne comprenait toujours pas. Tu as du cœur, Harper, mais le cœur ne suffit pas. Pas dans notre monde. Notre monde, ai-je répété, la gorge serrée. Grand-mère a besoin d'une partenaire qui puisse l'élever politiquement, financièrement, socialement. Charlotte Montgomery est cette partenaire. Je me suis mordu la lèvre. Et moi, je suis quoi? Hélène n'était pas en colère. Elle n'était même pas irritée. Elle s'en fichait, tout simplement. Tu as contribué à son évolution. Mais le chemin s'arrête là. Et sur ce, elle se détourna. Je me tenais devant leur grille de fer, si froide que je ne pouvais plus voir mon reflet dans le rétroviseur. Tous les masques qu'ils avaient portés, la chaleur, les compliments, même la phrase « Harper a bon goût », se sont évaporés. 7. Après-midi là, Graham est venu, non pas pour s'expliquer, mais pour apaiser la tension. « Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça », a-t-il dit, assis en face de moi dans l'appartement que nous partagions autrefois. J'aurais dû te préparer, mais les choses se sont compliquées. Compliquées? J'ai ri amèrement. Je t'ai donné 5 ans de ma vie, et tu as toujours juré que c'était de l'amour. J'avais les clés de ta maison. Tu as dit qu'on achèterait une maison ensemble, et c'est compliqué. Graham a refusé de me regarder dans les yeux. Je m'en souciais. Ce n'était pas faux. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Peut-être de la honte, mais pas assez pour être du regret. Alors pourquoi l'épouses-tu? Il a dégluti. Parce que mon avenir est avec elle. Tu le sais, Harper. Tu es pragmatique. Tu comprends. J'ai regardé l'homme qui avait été l'amour de ma vie, et j'avais du mal à respirer. Non pas parce qu'il m'avait trahi, mais parce qu'il croyait que j'accepterais, comme si j'étais aussi pragmatique que les autres. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque ramené à la raison. Genou. On peut toujours rester en contact. Je penserai toujours à toi, même si on n'est plus ensemble. Je suis restée silencieuse, me suis levée et ai pointé la porte du doigt, retenant mes larmes jusqu'à son départ. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email d'une grande entreprise de meubles, avec laquelle j'étais sur le point de signer un contrat pour la conception de leur nouveau siège social. Nous avons le regret de vous informer que nous devons annuler le partenariat en raison d'un changement d'orientation des investissements. Le représentant, un ami proche d'Harold Whitmore, le père de Graham. J'étais assise seule dans l'appartement vide, la lumière de fin d'après-midi pénétrant par la grande fenêtre que nous avions choisie ensemble, car elle laissait entrer une douce lumière lors des matins de week-end paresseux, et je n'avais qu'une envie, disparaître. Ce n'était pas le travail. Ce n'était pas la trahison. C'était le fait que je ne pouvais plus me fier à mon propre jugement. Avais-je eu tort à ce point? Tort de croire en l'amour? Tort de penser que j'avais été choisi pour ce que j'étais, et non comme un élément temporaire du grand projet de quelqu'un d'autre? Je l'ignorais. Tout ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, j'avais presque perdu. Tout. L'amour, la carrière, la confiance, et il ne me restait plus qu'un fragile fil d'estime de soi. Et je ne savais pas combien de temps je pourrais encore le garder. Je ne me souviens plus du nombre de jours que j'ai passé à jongler entre le lit et le fauteuil près de la fenêtre. Chaque matin, lorsque le soleil filtrait à travers les rideaux, j'avais l'impression d'être forcé d'exister un jour de plus dans une vie qui ne me ressemblait plus. La nourriture perdait son goût. Les mots quittaient ma bouche. Même mon téléphone était devenu un inconnu. Utilisé uniquement pour couper les notifications de ceux qui se disaient autrefois amis, et qui maintenant bavardaient comme s'ils n'avaient jamais été à ma table. Ils m'appelaient l'ex aigri,
la petite amie jalouse qui ne supportait pas la vérité, la femme envieuse du mariage du siècle. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, bloqué des dizaines de contacts, déconnecté la sonnette. Je ne voulais plus rien entendre du monde extérieur. Et puis, un après-midi, la porte s'est ouverte. Tessa, ma sœur cadette, est entrée avec une valise à roulettes, un sac de plats à emporter à la main, et le visage empli de fureur et de chagrin. Combien de temps sont-tu compte te cacher dans cette coquille? Je n'ai rien dit, mais les larmes ont coulé. Tessa n'a pas dit un mot. Elle a posé sa valise, nettoyé la cuisine, ouvert le frigo, préparé des ramen et servi 2 verres de vin. Puis elle s'est assise à côté de moi, m'a tendu une cuillère et m'a dit doucement, « Mange. Si ce n'est pas pour toi, alors pour moi. » Tessa a 4 ans de moins que moi, mais dans des moments comme celui-ci, elle me semblait comme ma grande sœur. Le lendemain, elle m'a emmené au même centre de thérapie que son amie. Après un divorce difficile, je suis restée silencieuse pendant toute la première séance. Mais lors de la deuxième, je me suis surprise à dire à voix haute, « Je ne sais plus qui je suis. » La thérapeute a hoché la tête, sans rien demander. Alors, c'est par là que nous commencerons. Les jours suivants, Tessa m'a poussé à faire des promenades matinales. La 3e semaine, elle m'a inscrite à un cours de boxe. « Frappe », a-t-elle dit en me tendant une paire de gants neufs. Pas pour me venger, mais pour me rappeler que tu es toujours en vie. Et j'ai frappé. Chaque coup libérait une nouvelle couche d'amertume. Les paroles condescendantes d'Ella Whitmore. Les regards compatissants de vieux amis. Les murmures autrefois doux de Graham sous la lumière du feu. Tout cela exposé comme une pièce de théâtre. Je n'étais pas prête à pardonner, mais au moins je respirais à nouveau. 1 mois plus tard. Tout s'est effondré, je suis retourné à mon atelier. L'endroit où je créais autrefois des designs qui faisaient sourire mes clients. La poussière était retombée. Une esquisse que j'avais laissée inachevée était encore sur la table. Tessa fut la première à me dire la dure vérité. Je n'avais pas osé l'admettre. Tu n'as pas perdu, Graham. Tu as perdu l'illusion de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Cette phrase m'a profondément transpercé le cœur. Mais c'était le genre de coupure nécessaire pour drainer tout le poison. Et c'est lors de ces soirées passées ensemble, à manger une pizza froide, à écouter les vieux messages vocaux de Graham, à revoir ses anciennes publications sur les réseaux sociaux, que nous avons réalisé quelque chose. Je n'étais pas la seule victime. Charlotte Montgomery s'engageait elle aussi dans un mariage fondé sur le calcul, un contrat lié à des gains financiers, politiques et sociaux. Et moi? J'avais été piégé dans un rôle temporaire pendant 5 ans. Juste pour m'assurer que tout se passe bien. Tessa posa son menton dans sa paume et me regarda. Tu as 2 choix, continuer à vivre en silence ou dire la vérité. Je regardais à nouveau des documents que j'avais conservés, des emails, des messages, et même des croquis que Graham et moi avions réalisés pour notre prétendue maison de rêve. J'ai commencé à comprendre que ce n'était plus seulement une affaire personnelle. Il s'agissait de dignité, d'être reconnu en tant qu'être humain, et non comme un accessoire sur la scène de quelqu'un d'autre. Et je savais que je ne pourrais pas redevenir moi-même. Mais je pouvais me relever et avancer différemment. Cette fois, non pas pour m'accrocher à qui que ce soit, mais pour retrouver ma voie. Je me souviens encore du soir où Théo a frappé à ma porte, ordinateur portable à la main, les yeux brillants d'urgence et de rage. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit. Sans même prendre la peine d'enlever son manteau. Tout de suite, nous nous sommes assis sur le canapé, et lorsque l'écran s'est allumé, le titre est apparu haut et fort. Exclusivité Vogue, le mariage de la décennie, le Whitmore Montgomery Union diffusé en direct sur East Coast Channel. Il y a 2 semaines, je partageais encore une maison avec Graham, planifiant notre avenir, une couleur de peinture après l'autre. Maintenant, son mariage était produit comme une émission de télé-réalité. Somptueux, soigné, plus public que n'importe quel film hollywoodien. Théo parcourut la presse, les présentant comme le nouveau couple influx de la côte. Charlotte, l'avocate de Harvard, Graham, le directeur fondateur d'un projet immobilier à 200 millions de dollars. Il marqua une pause. Et toi? Pas une seule ligne, comme si tu n'avais jamais existé. Je ne pouvais même pas nommer ce sentiment. Ce n'était plus de la douleur, juste un silence sourd. Je ne pouvais pas trembler. Je me levai, ouvris un tiroir et sortis un carnet marron foncé que Graham avait laissé derrière lui. Ou peut-être n'avait-il tout simplement pas pris la peine de le prendre. Sur la dernière page,
il y avait le croquis d'une maison de ferme à Steep avec un large jardin. En dessous, de son écriture familière, la chambre de Harper fait face au soleil matinal. Sur la page suivante, il y avait un message qu'il m'avait envoyé il y a exactement 2 semaines. Que dirais-tu d'aller dans le Maine ce printemps pour chercher un terrain? Et un selfie que nous avons pris en passant devant un champ de lavande. Il me serrait dans ses bras par derrière, souriant doucement. Je pensais m'accrocher à un souvenir, mais il s'est avéré que j'avais une preuve. Tessa ne dit rien, ses yeux parcourant les pages, le visage indéchiffrable. Il continua à faire semblant jusqu'à la fin. Nous pensions tout savoir, mais ce qui a failli me couper le souffle est arrivé quelques jours plus tard. Envoyé par Théo. Un contrat. Signature claire comme le jour. Ella Whitmore, Charlotte Montgomery. Représentant légaux des 2 parties. Titre, accord de protection familiale, de reproduction et d'héritage. J'ai dû le relire 3 fois pour m'assurer de ne pas avoir d'hallucination. L'une des clauses stipulait, la partie féminine s'engage à ne prendre aucune mesure affectant la grossesse sans le consentement écrit de la partie masculine ou de sa famille. Autrement dit, si Charlotte tombait enceinte, elle n'aurait plus aucune autonomie sur son propre corps. J'ai serré le document imprimé si fort que mes doigts sont devenus blancs. Ce n'était plus seulement une trahison émotionnelle. C'était toute une structure de pouvoir, un système où les femmes étaient choisies, contrôlées et étiquetées dignes si elles étaient nées dans les bonnes familles et se taisaient. J'ai cru autrefois que Charlotte était celle qui héritait de la gloire bâtie sur ma douleur. Mais maintenant, je commençais à comprendre que c'était peut-être elle. Juste un autre pion choisi pour son adéquation, comme si j'avais été à un autre endroit sur l'échiquier. Tessa tourna la page. Si cela fuit au grand jour, pas leur réputation, dit Théo doucement. Mais tout leur avenir politique va exploser. C'est le genre de document dont personne ne veut voir la presse. Je restais assis là un long moment, l'esprit oscillant entre la fureur, l'incrédulité et une chose qui semblait inébranlable. Je ne pouvais pas laisser cela disparaître. Non pas par vengeance, mais pour que personne d'autre ne devienne moi ou Charlotte dans un jeu où chaque décision était prise à l'avance par des gens qui n'avaient jamais considéré les femmes comme des êtres humains à part entière. J'ai croisé le regard de Théo, puis celui de Tessa. Ni l'un ni l'autre n'avait besoin que je parle. Ils savaient déjà que nous avions assez de vérité, et je savais exactement ce que j'en ferais. Je n'ai jamais aimé faire des scènes. Pendant des années, j'ai choisi la gentillesse, choisi la politesse même quand on me manquait de respect. J'ai pensé que le silence était une forme de maturité, mais parfois, si on ne parle pas, quelqu'un d'autre réécrira votre histoire. L'histoire est racontée d'une manière qui vous fait disparaître. La première rencontre a eu lieu à l'appartement de Miles et June, mes amis les plus proches depuis la fac. Miles est avocat spécialisé en propriété intellectuelle, rigide, intègre et ne lèvera le petit doigt que si la situation est juridiquement irréprochable. June est tout le contraire, une journaliste indépendante, perspicace, intrépide et connue pour fouiller dans les enquêtes sensibles. Tessa, Théo et moi avons apporté tout ce que nous avions rassemblé. Photos, emails, notes manuscrites, la clause de reproduction, et même une vidéo de Graham me prenant dans ses bras dans un chalet de ski il y a 2 mois, alors qu'il était déjà officiellement fiancé à Charlotte. Miles feuilleta lentement les documents. Ce sera explosif, mais il faut que ce soit bien fait. Pas de retouches, pas d'exagération. Tout doit être une vérité vérifiable. Je hocha la tête. Je préparai 2 versions du rapport. L'une, si nous pouvons le publier juste après le mariage. L'autre, au cas où l'accès aux médias serait bloqué. Ensuite, j'utiliserai mon réseau indépendant et mes contacts dans les stations de radio locales. Et s'il intente un procès? Il pourrait essayer de vous faire peur, dit Miles, calme. Mais avec ce que vous avez. On a eu, et si on n'enjolive pas un seul mot, ils n'oseront pas aller au tribunal. La vérité est ce qui les terrifie le plus. Nous avons planifié le plan de la cérémonie, l'emplacement de l'écran, l'emplacement de Graham, les entrées des invités, les angles de caméra et le moment exact où la musique du mariage commencerait. Théo a coordonné un plan pour accéder au système audiovisuel de l'hôtel, non pas pour saboter, mais pour insérer de vraies images au moment précis des vœux. C'est un expert des médias qui a travaillé avec de grandes agences et qui avait un contact au sein de l'équipe de production de la chaîne diffusant le mariage. On n'est pas là pour semer le chaos. Pas de cris, pas de scène, pas d'humiliation publique, ai-je dit fermement. Je veux juste dire la vérité là où ils ne pourront pas détourner le regard. Tessa m'a serré la main.
Tu ne feras pas ça toute seule. 3 jours plus tard, nous avons réparti les rôles. June a fouillé dans les détails de l'hôtel. La cérémonie aurait lieu en plein air, près d'une roseraie, dans le parc d'un complexe hôtelier haut de gamme. Les invités seraient contrôlés à l'entrée, mais toute personne munie d'un badge de prestataire ou d'un justificatif serait autorisée. La liste de l'équipage pourrait être transmise. Miles s'est occupé de l'aspect juridique. Il a rédigé une déclaration écrite dans laquelle je rapportais simplement les faits, sans supposition ni propos offensants. Elle serait imprimée et prête à être remise aux représentants des médias en cas de confrontation. Théo a discrètement contacté un ami de l'équipe vidéo. Il a confirmé qu'il pouvait nous accorder 3 minutes de projection sur l'écran principal. Pas assez pour créer la panique, mais juste assez pour que tout le mariage puisse la voir. Le couloir menant à la suite nuptiale était si long et silencieux que j'entendais le moindre écho de mes talons sur le parquet ciré. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer Charlotte Montgomery dans cet état. Visage nu, cheveux défaits, robe de mariée glissant d'une épaule, yeux rouges et vitreux comme si elle sortait d'une panique silencieuse. Elle s'est avancée en titubant, le visage pâle, serrant un téléphone. Pas le sien. C'était celui de Graham. Nos regards se sont croisés dans le couloir bordé d'orchidées blanches. Je suis resté immobile. Elle s'est figée. Et à cet instant, tout le flash, la robe haute couture, la retransmission en direct, la couverture de Vogue, sont tombés. Il n'y avait que 2 femmes. Charlotte me regarda avec une sorte de confusion. J'ai tout lu, dit-elle d'une voix tremblante. Les emails, les messages, les photos, même le message vocal où il t'appelait son refuge. Je suppose qu'il ne t'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Elle laissa échapper un léger rire amer. J'en avais entendu plein, mais tout était parfaitement répété. T'a-t-il jamais aimé, demanda-t-elle. Aucune amertume, aucune défense. Juste une femme s'accrochant au dernier espoir que, peut-être, à un moment donné, cela avait été réel pour quelqu'un. Je la regardai dans les yeux. Je le pensais, dis-je. Maintenant, j'espère que tu n'as pas besoin de cette réponse. Charlotte baissa les yeux comme si mes paroles confirmaient sa pire crainte. Je ne la réconfortai pas. Nous étions des étrangers, poussés dans le même jeu truqué, chacun avec des mains différentes, mais aucun de nous n'était le donneur. Mon père est là-bas, murmura-t-elle, les yeux fixés au-delà de moi comme si elle pouvait voir le grand hall qui attendait son entrée. Il a passé des mois à négocier ce contrat de projet. Avec la famille de Graham. Ma mère a commandé ma robe à Paris, et j'ai dit à tout le monde que j'étais heureuse. Un sourire douloureux se forma au coin de ses lèvres. J'aurais voulu dire quelque chose, mais Charlotte a levé les yeux, le regard brillant d'une résolution tranquille. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. Elle a resserré sa prise sur le téléphone. « Peut-être. Pour la première fois de ma vie, je vais faire quelque chose qui n'est pour personne d'autre. » Le premier son n'était pas fort, juste le soupir de Graham, enfoui sous les légers parasites de l'enregistrement téléphonique. Mais lorsque sa voix se fit entendre, basse, constante et reconnaissable entre toutes, la salle entière se tut, comme si quelqu'un avait aspiré l'air de la grande salle de bal, parée de fleurs blanches et d'une chaude lumière dorée. Harper était toujours facile à gérer. La garder près de moi simplifiait les choses. Personne ne me posait de questions quand je disais que je travaillais tard ou que j'étais en déplacement professionnel. Elle me faisait tellement confiance. Il me suffisait de sourire et tout irait bien. Simple. À cet instant, au centre de la salle de bal, le bruit des fourchettes et des couteaux s'arrêta. Les 400 invités se figèrent sur place. Pas de murmure, pas de musique, juste la voix de Graham, rauque, impudique et impossible à nier. Je me tenais au bord de la salle, sans me cacher. Je l'ai laissé entendre et le laissai se dévoiler. Ella Whitmore se leva d'un bond, le visage blême de rage. Sa robe en soie couleur perle ne pouvait cacher le tremblement de ses mains. « Tu es une femme si mesquine, Harper. Gâcher le mariage de quelqu'un d'autre pour quelques émotions mesquines. Pathétique. » Avant que je puisse parler, une voix masculine grave s'éleva de la table 6. La table d'honneur. Comment appelles-tu ça mesquin alors que c'est toi qui as rédigé le contrat de prêt au cas où Charlotte ne tomberait pas enceinte dans les 18 mois? Toutes les têtes se tournèrent. C'était Edgar Coley, président d'un important fonds d'investissement new-yorkais et ami de longue date des Montgomery. Hélène se figea, le visage vide. Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Monsieur Coley leva la main,
pas fort, mais autoritaire. J'ai vu les papiers, y compris la clause de restructuration des actifs si Charlotte osait rompre le mariage. Tu crois vraiment que cette fille ne sait rien? Des murmures parcoururent la foule. Quelques invités se couvraient la bouche. Une femme se pencha vers son mari et murmura, « Mon Dieu, c'est un mariage ou une transaction commerciale ?» June, mon amie, était au fond avec quelques journalistes anonymes. Je savais que leurs enregistreurs tournaient doucement, captant chaque mot. Hélène s'avança, essayant de reprendre ses esprits. Tout ce qu'elle montrait était faux. C'était du montage. À ce moment-là, Dal bascula l'écran vers la deuxième partie. Une série de mails échangés entre Graham et moi sur 2 ans, accompagnés de captures d'écran de Google Drive. Des plans de notre maison. Des fichiers de conception partagés de notre soi-disant avenir. Je me dirigeais vers le centre de la pièce. Ma voix n'était pas forte, mais claire. Madame Hélène, si j'avais été mesquine, j'aurais tout dévoilé il y a 6 mois, quand j'ai remarqué que Graham disparaissait à chaque réunion avec les Montgomery. Mais je restais silencieuse. Je voulais croire qu'il avait encore besoin de temps pour me dire la vérité. Je me retournai. À Graham. Il se tenait figé de l'autre côté de la scène, la cravate légèrement de travers, le front ruisselant de sueur. Mais en vérité, ils n'en avaient jamais eu l'intention, car pour eux, je n'étais qu'un simple substitut, une ombre destinée à masquer le véritable plan jusqu'à ce qu'il soit prêt. Certains secouèrent la tête. D'autres quittèrent leur siège. Les caméras cliquèrent. Je regardais les parents de Charlotte, debout près de la sortie. Sa mère pleurait dans sa main. Le sénateur Montgomery fixait Hélène d'un air vide, et je savais que quoi qu'il arrive, le masque qu'ils avaient utilisé pour leur mariage emblématique était tombé. Et personne ne pourrait le recoller comme si de rien n'était. 3 jours après ce mariage gâché, je reçus une épaisse enveloppe livrée en express, sans mot de passe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Le montant, écrit à l'encre noire avec soin, était si grand que le dire à voix haute en ferait hésiter certains. Le coin supérieur de l'enveloppe portait le logo de Whitmore Holdings. Je restais immobile dans mon petit appartement, l'endroit même où Graham et moi préparions autrefois notre café tous les matins, et fixais ce chiffre comme s'il s'agissait d'une étiquette de prix. Honte. Il n'y avait aucune excuse, aucune responsabilité pour ceux qu'ils avaient fait, seulement de l'argent offert comme si cela pouvait tout effacer. J'ai pris une paire de ciseaux, j'ai découpé le chèque en morceaux avec précaution, comme si j'enlevais une couche de peau morte, puis je l'ai scellé dans une nouvelle enveloppe avec un mot manuscrit. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai juste besoin de me retrouver. Le lendemain, June m'a remis une lettre de Charlotte. Harper, je sais que personne ne peut s'excuser au nom de Graham ou de ce que sa famille t'a fait, mais je tiens à te remercier de ne pas être resté silencieux. Je pensais être fort parce que je savais quand hocher la tête et quand parler avec prudence, mais te voir te lever m'a fait comprendre que le silence n'est pas synonyme de sang-froid. Parfois, c'est juste une autre façon de s'autodétruire. J'ai déménagé à Washington. Je ne sais pas si je peux changer quoi que ce soit, mais au moins, je ne laisserai plus personne d'autre décider qui je suis. Si un jour tu veux me rencontrer, reste simplement assis tranquillement. Je serai toujours là. J'ai lu la dernière ligne avec des yeux embués. Il s'avère que je n'étais pas le seul à être si proche du bord du gouffre et à choisir de me tourner vers la lumière. La même semaine, un homme nommé Victor Nuan, associé dans un fonds d'investissement technologique new-yorkais, m'a contacté après avoir lu l'article de juin dans une revue de design. « Vous avez eu le courage de vous lever », a-t-il dit. Je crois donc qu'il est possible de concevoir des espaces pour les personnes qui réapprennent à se lever, elles aussi. Il voulait que je conçoive leur nouveau bureau à Soho. Un espace ouvert, de la lumière naturelle, un espace propice à la guérison et à la reconnexion. J'ai accepté, non pas pour l'ampleur du projet, mais parce que j'avais été choisi, pour qui j'étais, et non pour la personne que je fréquentais. Chaque jour, en entrant dans le studio, je revoyais un aperçu de moi-même plus jeune. Le Harper qui rêvait autrefois d'un espace pour des rêves paisibles. La vengeance ne me tentait plus. Je n'avais pas besoin de voir quelqu'un tomber pour trouver ma force. Ce dont j'avais envie, c'était d'espace. Assez grand pour ne plus jamais vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. 1 an plus tard, je vis dans un petit appartement au 3e étage dans le quartier d'Alberta à Portland. Il dispose d'un balcon avec vue. Une rangée de vieux érables, dont les feuilles bruissent chaque matin comme des murmures qui n'ont pas besoin d'être écoutés.
L'endroit fait moins de 85 mètres carrés. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai choisi chaque chaise, chaque ampoule, chaque couleur de peinture. Personne n'a donné son avis. Personne n'a dit que ce n'était pas assez tendance. Je me lève tôt chaque matin, je prépare mon café, je joue du jazz doux et je commence à travailler. Le petit studio que j'ai construit avec quelques collaboratrices, principalement des femmes qui ont également quitté des relations brisées, est devenu un lieu connu dans le milieu des startups féminines. On ne l'appelle pas un bureau, on l'appelle un lieu de retour, pas rapide, juste authentique. J'ai aussi commencé à écrire lentement, délibérément, sur ce que j'ai vécu, non pas pour raconter une trahison, mais pour mieux comprendre ce que j'appelle maintenant la trahison du silence. Ce moment où l'on ne peut même pas nommer la douleur, mais où elle s'infiltre jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus. Le livre n'a pas encore de titre. Il ne sera peut-être jamais publié. Mais à chaque fois, j'écris un peu plus, je me sens un peu plus légère, comme si chaque phrase m'éloignait un peu plus de la personne que j'étais. Côté amour, oui, j'ai recommencé à fréquenter des gens. Certains sont architectes, d'autres chefs, d'autres savent simplement écouter sans trop se poser de questions. Je ne suis pas prête à aimer à nouveau à l'ancienne, sans aucune réserve. Mais je n'ai plus peur de ressentir non plus. J'ai appris à écouter mon cœur sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour valider si cela vaut la peine d'être écouté. Et puis, un soir de mars, alors que je partageais un verre de vin avec Tessa sur le balcon, mon téléphone a vibré. Un message de Théo. Devinez quoi? Graham venait de se fiancer. Cette fois avec un PDG d'une banque d'investissement à Chicago. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai posé le téléphone sur la table et j'ai bu une autre gorgée de vin. Tessa a incliné la tête et m'a regardé. Ça va? J'espère juste qu'elle sait si elle est vraiment sur scène ou si elle attend juste en coulisses. Tessa n'a pas répondu. Nous avons tous les deux compris. Les questions n'ont pas besoin de réponse. Cette nuit-là, le ciel de Portland était immobile. La ville continuait de bouger, et moi aussi. D'une manière que personne d'autre que moi ne pouvait définir. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une telle chose. Être perçu comme un choix temporaire dans votre propre histoire, troqué contre un plan plus vaste dont vous ignoriez même l'existence. Mais s'il y a eu un moment où vous êtes resté silencieux parce que vous pensiez que votre voix n'avait pas d'importance, peut-être avons-nous quelque chose en commun. Que pensez-vous de ce que j'ai fait, de ne pas me venger, mais simplement de quitter la scène qu'ils avaient construite sans mon consentement? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires. Et si vous croyez aux histoires honnêtes et complexes sur la famille, la dignité et la force tranquille de ceux qui semblent les plus fragiles, n'oubliez pas de suivre cette chaîne pour d'autres aventures à venir. Parfois, les moments les plus calmes sont ceux où un nouveau chapitre commence vraiment.